L'enregistrement a été lancé. Là, je vais essayer de l'enregistrer moi-même. Oui, attendez. Alors, je crois que ça n'a pas été lancé, l'enregistrement. Ça, ce serait dommage parce qu'on voudrait quand même avoir… Ah si, voilà, je vois, ça s'allume. Recording. Donc, on a commencé. Merci Géraldine. Et allons-y. Voilà. Donc, quatrième exposé sur une série de 6 sur l'après-Covid, et comme je viens, l'après-Covid-19, et comme je viens de le dire, on se posait déjà la question, parce que nous sommes des gens extrêmement prévoyants, à l'Université catholique de Lille, et en particulier dans notre équipe de la chaire transhumanisme, société, technologie, nous savons que le monde change et qu'il ne faut pas s'avancer trop sur la manière dont tout ça va se développer. Alors, on se posait déjà la question, est-ce qu'on va appeler ça l'après-Covid-19 ? On était à une période, voilà, on était au milieu du confinement, au début du confinement, et donc on pouvait, je dirais, avec une certaine… l'optimisme, la confiance faisait qu'on se disait ça va se terminer un jour ou l'autre. Et voilà, on pourra parler à ce moment-là. Et quand on peut prévoir quelque chose qui se passera en septembre ou octobre et appeler ça l'après-Covid. Alors, la question se pose. Nous verrons tout à l'heure, si nous sommes en France, ce qu'en pense le président de la République qui a promis de faire le point. Et nous savons que quand il a fait le point sur cette pandémie récemment, au printemps essentiellement, c'était quand lui intervient, c'est parce que les choses ne vont pas exactement dans la direction souhaitée. Vous vous souvenez peut-être que quand au mois de mai, on a mis fin au confinement dans nos pays ici, qu'on se posait là. On se disait une pandémie de ce type-là, ça revient de manière un peu saisonnière. Maintenant, on est en train de nous parler il faut que nous vaccinions contre la grippe. Évidemment, si nous restons confinés, il n'y a pas de raison de se prémunir contre la grippe tout particulièrement. Mais enfin bon, on voit pas ce qu'on nous dit tout à l'heure. Le Fonds monétaire international, il y a un rapport intéressant qui est sorti ces jours-ci, c'était il y a avant-hier si j'ai bon souvenir, et là, le Fonds monétaire international, qui probablement ne consulte pas les exposés que je fais ici, mais était arrivé à la même conclusion que ce que je vous avais dit en particulier quand on avait fait l'exposé sur l'économie, que les pays qui visent d'abord maintenir la possibilité de continuer à travailler et qui mettent je dirais la protection sanitaire de la population comme quelque chose qui dépend essentiellement de la tentative de garder l'économie ouverte, ceux-là font beaucoup moins bien que les autres, au point que le FMI dit la meilleure solution, la solution optimale du point de vue économique et pas simplement sanitaire, c'est le confinement généralisé tant qu'on n'a pas de vaccin. Et sur ce plan du vaccin, des choses se sont passées récemment, les deux jours derniers. Vous avez peut-être vu ça, c'est-à-dire des difficultés. Il y a un des vaccins qui est mis en suspens. La recherche est mise en suspens en raison d'un décès inexplicable, mais comment dire, inquiétant. Une des stratégies qui est utilisée pour le président Trump, c'est-à-dire j'ai bon souvenir 8 grammes d'anticorps, là aussi, ce type de recherche est suspendu, ce qui fait supposer que c'est peut-être pas ça qui lui a permis de passer entre les gouttes, comme apparemment il a pu passer. Ce qui pose une question quand même. Il a bien sûr bénéficié de mesures tout à fait extraordinaires. On lui a donné des choses même expérimentales, on lui a donné des choses qui ne sont pas accessibles au public. On lui a donné un traitement qui n'est pas accessible à la plupart des gens. En plus, c'est des choses extrêmement chères. Mais apparemment, ça a dû marcher d'une certaine manière parce que donc c'est un personnage qui a
comment dire, qui a des conditions préexistantes. Non seulement il est obèse, mais les langues se délient sur d'autres difficultés qu'il a, comme l'hypertension, des problèmes vasculaires, etc. Et apparemment, il s'en sort. Alors, avec le rythme qui est le sien voilà, des réunions à peu près tous les jours, espérons pour lui qu'il arrive quand même dans la ligne finale, au finish du 3 novembre. Surtout vu comment dire, son projet de coup d'État à ce moment-là. On va voir ce qui se passe. Géopolitique, bien entendu, il faut parler des États-Unis, il faut parler de la Chine, il faut parler de l'ensemble des pays. Comment, où se retrouvera-t-on à l'arrivée? Et l'arrivée, c'est peut-être pas nécessairement, je dirais, le moment où chacun est vacciné, où tout le monde est immunisé contre la Covid-19, mais c'est ce qui va se passer dans les mois qui viennent, au fur et à mesure, même si c'est peut-être, je dirais, la normalité qui s'installe et peut-être pas du tout ce à quoi on avait pensé au printemps, en espérant quelque chose une affaire rapidement réglée. Alors, les vaccins, je viens de le dire, on savait déjà, et ça je l'avais signalé, que pour un coronavirus, développer des vaccins, ce n'est pas une affaire donnée d'avance, ne serait-ce que les sommes considérables qui ont été déjà, et les efforts considérables qui ont été consacrés à essayer d'avoir un vaccin contre le rhume, qui, dans la plupart de ses manifestations, est effectivement a pour origine un coronavirus, et qu'on est arrivé à rien. Pourquoi faire des efforts considérables pour le rhume? Parce que ça handicape quand même la population, et les entreprises peuvent sûrement faire des économies si les gens étaient moins enrhumés, en particulier vu l'organisation de nos sociétés. Parmi les choses qu'on constate en ce moment, c'est que dans l'ensemble des pays, c'est que les emplois féminins sont davantage atteints par cette situation intermédiaire, cette drôle d'épidémie ou de pandémie, je reprends l'expression de drôle de guerre qui avait été utilisée dans la période où autour de 1938-1939, où la guerre avait pu être déclarée, en particulier par l'Angleterre, la Grande-Bretagne et la France à l'Allemagne, à la suite de l'invasion de la Pologne, et où rien ne se passait sur le terrain. On risque d'entrer, nous, dans une période de ce type-là, mais avec, par exemple, des fermetures d'écoles. Et là, quand on regarde dans l'ensemble des pays, ce n'est pas propre à l'Europe occidentale, c'est en général la maman qui va quand même rester à la maison avec les enfants, si les enfants sont à la maison, plutôt que le mari. Et là, on voit réapparaître très rapidement, voilà, donc en 6 mois, on voit des inégalités qu'on croyait peut-être en voie de résorption, on les voit revenir, en particulier du fait que d'abord que les gens plus pauvres sont en général en moins bonne santé. Ils ont en général des emplois dont on considère que ce sont des emplois indispensables et donc ils sont obligés d'aller travailler. C'est en général pas des emplois qui permettent du télétravail. Et donc, les choses sont plus compliquées à ce niveau-là qu'elles le seraient autrement pour d'autres types de populations. En plus, on le voit, les pays qui n'ont pas une organisation sanitaire de premier plan, les pays du tiers-monde, comme on disait autrefois, les pays émergents, comme on dit, sont parfois atteints de manière tout à fait considérable. Il faut penser au cas de l'Inde, qui maintenant est numéro 2 après les États-Unis en termes de décès. Je reviendrai sur les États-Unis. Pourquoi est-ce que ce pays, en fait, qui aurait pu être le mieux préparé, ne l'est pas? Le Brésil et de manière générale, les pays d'Amérique latine extrêmement atteints, là, liés à la difficulté d'avoir un système hospitalier, un système de médecine qui soit vraiment à la hauteur. Et nous savons que l'affaire n'est pas si simple à régler, puisque même dans nos pays, nous savons que la grande crise au printemps a été quand le nombre de lits
pour la réanimation était insuffisant par rapport au nombre de gens qui se présentaient avec des extrêmes comme ce qu'on appelait l'effet de Bergame ou de Lombardie, de gens qui sont là dans les couloirs d'hôpitaux sans pouvoir véritablement être traités, de gens qui meurent sans avoir vu un médecin, vu l'encombrement. Alors ça, c'est au moins une leçon qui a été retenue, c'est essayer de, voilà, il y a un décompte, même on nous tient au courant de jour en jour du nombre des lits d'hôpitaux pour la réanimation qui sont occupés. Le taux, je voyais regarder ce matin en France, il est d'un tiers, il y a un tiers d'occupation en ce moment, mais comme on sait que ces processus peuvent devenir rapidement des processus véritablement exponentiels, un tiers, ça ne veut pas dire qu'on soit très très loin du remplissage total et donc de difficultés. Alors, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que la Belgique, la Hollande, enfin tous les pays autour de nous sont en fait dans des situations extrêmement comparables quand on regarde la courbe des nouveaux cas décelés. Heureusement, bon, là, les décès, c'est moins atteint, mais la courbe des nouveaux cas, bon, elle a dépassé dans la plupart des pays le niveau qui était celui d'avril ou mai, avec bien entendu cette chose qu'il faut dire, le fait qu'on teste davantage, que les gens qui sont malades sont davantage des gens plus jeunes et donc qui peut-être n'auront pas besoin justement d'aller en réanimation et des choses de cet ordre-là. Mais on le voit aux nouvelles, on le voit dans les journaux, en France, en Belgique, en Hollande, autour de nous, en Italie, en Espagne, on est de nouveau vraiment aux aguets. Et les gens qui nous avaient dit qu'il n'y aurait pas de seconde vague, bon, on les entend très peu, ils sont très muets, très silencieux, à très juste titre. Ils s'étaient engagés à partir de cette idée que d'une certaine manière, on avait exagéré le problème la première fois, ou que des mutations, un certain nombre de choses interviendraient qui feraient que le problème ne se reposerait pas. Et en particulier, vous avez vu qu'en France, c'est à Marseille que les choses ont redémarré, je dirais de la manière la plus inquiétante, en premier, créant un peu la consternation dans certaines équipes là-bas. Alors, quand on regarde les évaluations faites par les grands organismes économiques, je viens de citer le Fonds monétaire international, j'ai regardé d'autres déclarations donc, de ces grandes organisations, et la conclusion qui apparaît quand même là, elle est la même partout, c'est que la situation de la Chine et des pays je dirais apparentés comme la Corée du Sud, comme le Vietnam, les pays qui n'ont pas hésité une seconde devant une politique d'éradication, de tentative d'éradication du virus, se trouvent dans une toute autre catégorie. Là, quand je vous avais parlé d'économie, j'avais mis en parallèle les décès dans la population et les chiffres du PIB. Et là, effectivement, c'est pas comme s'il y avait un véritable continuum entre l'Extrême-Orient et les autres pays. Il y a vraiment deux catégories. Il y a le cas du Japon qui est un petit peu intermédiaire, je dirais, entre l'Occident et l'Orient. Mais sinon, c'est vraiment une représentation en altère, comme on dit, c'est-à-dire donc deux grosses boules, les pays qui se débrouillent très très mal et les pays qui se débrouillent extrêmement bien, et entre les deux, pratiquement rien. Voilà. Donc, et là, les organismes internationaux en tirent les conclusions en nous disant, écoutez, il y a un pays qui s'en sort et il y a d'autres qui ne s'en sortent pas du tout. Et là, j'en avais parlé quand même quand j'avais parlé de l'économie. À quoi est-ce que c'est lié? C'est lié fort à ceux qui ne s'en tirent pas bien, c'est de l'impréparation. Et là, il y a un rapport qui est sorti, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, je crois que c'est ce matin, sur une évaluation faite par un spécialiste suisse sur la manière dont la France pouvait être évaluée dans sa réponse à la crise par rapport à d'autres pays. Et bon, je dirais la personne est assez, comment dire, n'est pas insultante vis-à-vis de la France qui lui a passé la commande, mais le résultat n'est pas brillant. Le résultat n'est pas brillant et essentiellement dû à l'impréparation, au fait que
et là je l'avais évoqué à propos de l'économie, il n'y a plus véritablement de planification. Quand il y a de la planification, elle n'est pas impérative. On fait confiance aux entreprises pour faire ce qu'il faudrait. Et là, l'inconvénient, on le sait. Qu'est-ce qu'une entreprise a comme information? Essentiellement, son carnet de commandes. Son carnet de commandes, ça ne couvre pas 20 ans, ça ne couvre pas 30 ans, ça couvre un certain nombre d'années. Ce n'est comment dire, c'est un petit bout de la lorgnette qui ne donne pas une vue d'ensemble. Alors, bien entendu, il y a des organisations comme des syndicats patronaux qui essayent de centraliser d'une certaine manière l'information de l'ensemble de l'industrie. Il y a aussi je dirais, des lobbies de secteurs, voilà, qui représentent l'agroalimentaire, qui représentent un secteur particulier, la production de verre, etc. Et là j'ai eu l'occasion, dans un autre contexte, de regarder ça d'un peu plus près à propos du lobbyisme à Bruxelles. À l'intérieur même d'un secteur, en général, ce n'est pas l'harmonie absolue. La concurrence joue, les points de vue sont très divergents à l'intérieur même du même secteur, et pas simplement pour des raisons de concurrence, parce que chacun prend le problème par un bout. Et ces organisations qui représentent un secteur entier ont des efforts considérables à faire pour essayer je dirais, de mettre un peu d'ordre dans la cacophonie qui règne à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, là, on retombe sur les considérations déjà émises. La main visible d'Adam Smith, ça marche très très bien dans un contexte où tout va bien, ou relativement bien, mais dès qu'apparaît en surface le fait qu'on aurait peut-être dû s'organiser un petit peu mieux, qu'on est dans l'impréparation totale, ou alors, comme dans les pays occidentaux en ce moment, le fait qu'il y a énormément de leçons à tirer de ce qui s'est passé au mois de février, mars, avril, et qu'on n'arrive pas véritablement à mettre en œuvre les conclusions qu'on a découvertes parce qu'on l'a vu, parce qu'on a un Premier ministre qui dit le contraire du Premier ministre précédent, parce qu'on a des ministres qui disent des choses différentes et incompatibles entre elles, et ainsi de suite. C'est-à-dire donc ce contexte du néolibéralisme conduit à des difficultés en soi. Et là, je voudrais vous montrer, parce que il y a beaucoup d'articles qui paraissent déjà. Et je voudrais montrer voilà, c'est un volume, c'est de la revue Politique étrangère. Je vous lis le sous-titre là, Covid abat la mondialisation, vive l'Europe, un monde des villes. Bon, et alors là, quelques articles ont retenu mon attention. Il y en a un que j'utiliserai en conclusion, mais il y en a un qui m'a paru tout à fait remarquable. C'est un article par un certain monsieur Norbert Gaillard. L'article s'appelle « Le Covid-19, accélérateur de la post-mondialisation ». Et là, ça dit la chose suivante. La Chine réussit bien là où les autres ne réussissent pas, mais c'est parce que c'est un pays qui triche. Et il triche vis-à-vis de quoi? Il triche par rapport aux principes fondamentaux du libéralisme. Bon, et je vais vous lire la conclusion en particulier. Si je la retrouve de cet article. Voilà, je vous lis la conclusion. La globalisation a permis de sortir une grande partie du tiers-monde du sous-développement. Mais le succès économique de la Chine a profondément bouleversé les rapports de force économiques mondiaux. Donc, déjà d'entrée, la réussite de la Chine n'est pas présentée comme quelque chose de positif. Le rattrapage chinois s'est accompli selon des principes trop éloignés de la doxa libérale. Et ça, ce n'est pas une constatation, c'est un reproche qui est fait. L'interventionnisme étatique n'a cessé de fausser les règles du libre-échange et des flux d'investissement à l'étranger. Les sociétés occidentales déclinent parce qu'elles ont été incapables de préserver une gouvernance mondiale d'inspiration libérale. C'est-à-dire que le problème n'est pas présenté là comme étant le problème du fait qu'il y a du néolibéralisme, mais parce qu'on n'arrive pas à maintenir ces principes suffisamment à l'avant-plan. Et ça, c'est de manière très classique, c'est je dirais, c'est la ligne de défense classique du libéralisme. S'il présente des défauts, c'est parce qu'il n'est pas mis en œuvre de manière aussi radicale qu'il devrait l'être. Et je reprends en particulier une
une des phrases, l'interventionnisme étatique n'a cessé de fausser les règles du libre-échange et des flux d'investissement à l'étranger. Alors là, c'est intéressant parce que moi, je me suis. Là, on retombe dans un domaine que je connais bien, c'est celui de la finance. Qu'est-ce que c'est les flux d'investissement à l'étranger dont on nous dit que, voilà, que la Chine ne les laisse pas s'écouler normalement, c'est essentiellement ce qu'on appelle en finance le carry trade, c'est-à-dire la possibilité, si vous avez de l'argent, de l'échanger dans une autre devise, et dans cette devise, vous allez profiter des taux d'intérêt qui existent dans le pays en question. Donc, par exemple, vous savez, chez nous, on a pour le moment, il y en a surtout des taux d'intérêt négatifs. Donc, si on trouve un pays où il y a des taux d'intérêt positifs, par exemple la Chine, je vais transformer mes euros en renminbi ou en yuan, puisque c'est la même chose, et je vais aller placer mon argent à cet endroit où les taux d'intérêt sont plus élevés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement, parce que j'ai beaucoup d'argent, je vais aller pomper la croissance locale, parce que c'est ça, en fait, si des intérêts peuvent être payés là, ben, c'est parce que l'économie permet de le faire. Et donc, je vais ramener, sans devoir travailler moi-même, parce que je suis riche, je vais pouvoir pomper l'argent des autres. Et donc, dans cet article, ce monsieur présente cela véritablement comme quelque chose de tout à fait positif. Et il faudrait mettre la Chine au pas pour ne pas respecter ce genre de choses. C'est un point de vue. Le fondement même du système monétaire international que proposait Keynes en 1944 à Bretton Woods, c'était le fondement même de ce principe fondé sur une monnaie de compte qui se serait appelée le Bancor, c'était précisément d'empêcher, je dirais, cette activité de prédation qui, là, nous est présentée comme quelque chose de positif et que la Chine a interdit de faire. Je lirai un autre article, enfin, je vous dirai la conclusion d'un autre des articles là-dedans, parce qu'ils ne sont pas tous aussi caricaturaux. Mais le fait est que la Chine nous pose problème, et je l'avais déjà souligné quand on parle de l'économie, mais là, maintenant, dans une perspective, je dirais, de géopolitique, on va revenir là-dessus. Alors, on va commencer par une petite revue de la situation. Quels sont les grands conflits à la surface du monde en ce moment? Quelles sont les tensions? Alors, il y a d'abord l'axe États-Unis-Chine, les rivalités. D'une part, une puissance en difficulté, les États-Unis, une puissance qui de toute manière allait être rattrapée sur le plan économique par la Chine, vu le dynamisme de la Chine. Sur certains indicateurs, déjà, la Chine est passée en premier, sur d'autres, non, et sur la majorité, les États-Unis encore sont en premier. Mais avec la gestion qui a été celle de ce pays pendant 4 ans, les difficultés se sont accumulées. Et en particulier, quand je parle de l'aspect économique, comme je viens de le faire, sur la circulation des capitaux, le carry trade, le président Trump et son conseiller principal, dont j'oublie le nom, M. Navarro, qui est un économiste, mais un économiste qui apparemment ne connaît pas du tout la finance, ni lui, ni son conseiller principal, M. Navarro, n'ont compris le sens du déficit commercial des États-Unis par rapport au reste du monde. Et donc, M. Trump tonitru sur le fait que les échanges ne sont pas égaux, qu'il n'y a pas la même quantité de marchandises qui passent des États-Unis vers la Chine et de la Chine vers les États-Unis. Et ça, c'est parce qu'il ignore complètement le fait que, et ça c'est un Belge, c'est un certain économiste qui s'appelle Triffin, avait mis en évidence dans les années 60, si une monnaie a l'ambition d'être une devise de référence, comme l'est le dollar, elle ne peut pas avoir des échanges commerciaux qui soient équilibrés. Pourquoi? Parce que pour pouvoir jouer son rôle de devise de référence, il faut qu'on produise de l'argent, des dollars, qui ne vont pas circuler à l'intérieur du territoire des États-Unis, mais dans le reste du monde. Et en particulier, les Américains tiennent encore beaucoup au fait que les prix pétroliers soient libellés en dollars. Ça a un prix.
il faut pour cela que soit créé ce qu'on appelle sur les marchés financiers des eurodollars. Pourquoi des eurodollars? C'est historique, c'est parce que ça date de l'époque où l'URSS avait voulu, pour se positionner mieux sur les marchés financiers, avait émis pour la première fois une émission de dette de l'URSS émise en dollars, libellée en dollars. Bon, c'était une sorte, je dirais, de révolution, un pays qui émettait de la dette, non pas dans sa devise à lui, dans le rouble, mais dans une autre devise. Mais ça, on a utilisé, et les Russes avaient appelé ça des euro-dollars, et donc le terme est resté. Les dollars qui circulent en dehors de la sphère des États-Unis sont appelés euro-dollars, et ils sont en quantité tout à fait considérable. Mais bien sûr, du fait qu'ils ne circulent pas à l'intérieur de l'économie américaine, il faut d'une certaine manière, l'Amérique ne peut pas échanger autant qu'avec le reste du monde, puisqu'il faut qu'il y ait une partie de cet argent qui serve à des échanges libellés en dollars en dehors du monde. Et ça, ni M. Navarro, qui n'est pas un très très grand économiste, ni M. Trump, qui écoute uniquement ce que lui dit M. Navarro, pour autant qu'il écoute quand même, n'ont compris. Et dès sa venue au pouvoir, M. Trump a dit qu'il faut absolument que la Chine achètent autant de nous que nous que nous recevons d'eux, ce qui est une aberration, c'est oublier l'effet Triffin, donc connu depuis les années 60. Si l'Amérique finissait par obtenir une égalité véritable, c'est parce qu'elle aurait en fait abandonné son rôle de devise internationale. Donc là, simplement, je dirais un cas d'incompétence totale de la part des gens qui prennent des décisions. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes aux États-Unis qui connaissent l'effet Triffin, mais parce que ces gens qui le connaissent, ce sont des gens qui ne sont pas écoutés au niveau de la Maison-Blanche en ce moment. Vous le savez peut-être, je crois que c'était à peu près un an, quand M. Trump avait dit que le plus grand ennemi des États-Unis, ce n'était pas M. Xi Jinping ni quiconque d'autre à l'étranger, que c'était M. Jay Powell à la tête de la Réserve fédérale. Bon, tout ça, ce sont je dirais, des premières dans l'histoire des États-Unis qu'on a pu constater ici et là. Alors, premier axe de tension, donc la tension entre la Chine et les États-Unis. Chine, puissance montante, qui n'est encore très loin d'être la première puissance militaire, mais qui a des ambitions dans son environnement, en particulier dans la zone au sud, dans la mer de Chine, où il y a des gisements pétroliers qui ne sont pas de son ressort. La Chine, on l'a vu, avait des velléités d'unification, de réunification qui se sont manifestées d'abord vis-à-vis de Hong Kong, par un nouveau traité avec la Grande-Bretagne, et puis maintenant des tensions qui sont liées au fait que des tentatives d'imposer véritablement l'état de droit chinois sur Hong Kong. Et on nous parle toujours, enfin il est toujours question dans des discours plus ou moins nationalistes, plus ou moins cautionnés par le pouvoir, de reprendre Taïwan, de reprendre Formose et de la réintégrer à l'intérieur du territoire chinois. Donc, des tensions entre les États-Unis et la Chine. Je viens de donner une question de rivalité. Le fait que au moins au niveau des États-Unis, on considère que la Corée du Nord ne pourrait pas garder son régime autoritaire s'il n'y avait pas une certaine complicité de la Chine en arrière-plan, des choses de cet ordre-là. Alors, autre axe qui traverse là, je dirais, d'une autre manière, qui est là plutôt, je dirais, en filigrane, mais néanmoins actif. Qu'est-ce qui fait cette bonne entente entre M. Trump et M. Poutine, et pas seulement M. Trump et M. Poutine, mais des personnes dans l'entourage de Trump avec le régime russe? C'est la désignation en commun d'un ennemi qui serait l'islam en tant que tel et que un monde chrétien devrait défendre contre ces attaques. Alors, vous savez, bon, ce n'est pas une représentation purement imaginaire, on la retrouve un peu partout, on l'a vu en particulier avec Daesh, avec la tentative de créer véritablement un califat à l'intérieur du monde musulman, le terrorisme dans nos pays, les difficultés qui ne sont pas uniquement liées, je dirais, à des choses extérieures, mais aussi à bon, appelons ça comme on veut, la ghettoisation. On m'a posé beaucoup de questions
à mon cours d'anthropologie interculturelle l'autre jour sur ce terme d'ensauvagement qui est mentionné, différentes théories complotistes sur le grand remplacement et des choses de cet ordre-là. Cette opposition entre le monde chrétien ou voilà, chrétien de manière historique ou réelle, et le monde musulman, ce n'est pas purement théorique, cela existe, et dans la bonne entente actuelle entre les États-Unis et la Russie en particulier, il y a une dimension de ce type-là. Ça a été particulièrement visible dans la première année de monsieur Trump, quand il a parlé véritablement, je dirais, au nom du monde chrétien et félicitait l'attitude russes à cet égard, d'avoir des positions très similaires. D'une certaine manière, on pourrait aussi rapprocher ça à la politique extrêmement brutale utilisée par la Chine vis-à-vis de sa minorité musulmane, les Ouïghours. Les choses sont assez compliquées parce qu'il n'y a pas que des questions de religion, il y a des questions aussi de nationalisme. Mais là, si vous le savez, c'est avec un minimum de familiarité avec le Coran et avec l'histoire du monde musulman, on sait qu'un projet religieux et un projet nationaliste coïncident à l'intérieur du Coran. C'est à la fois un texte religieux et c'est à la fois un texte de politique d'identité nationale. Et c'est écrit, je dirais, en noir sur blanc. Et quand on connaît un petit peu les événements qui ont entouré l'Hégire, on sait que c'est un projet que Mahomet dit explicitement que son regret, c'est qu'il n'y ait pas une unité de la nation arabe comme il en voit chez ses voisins, et le projet est là. Et donc, il apparaît également en surface, parfois, comme dans ce projet de califat, qui se déplace peut-être simplement, puisqu'on parle maintenant je dirais d'un déplacement de ce type de tentative en Afrique du Nord, pas subsaharienne, au-dessus du Sahara ou dans la zone saharienne en particulier maintenant. Donc, deuxième axe, opposition toujours entre le monde chrétien et le monde musulman, qui ne date pas d'aujourd'hui et qui a connu des périodes de tout à fait, comment dire, de crise véritable. Je voyais les chiffres du nombre de militaires dans une grande bataille, j'ai oublié son nom, qui a eu lieu en Andalousie, au moment où l'Espagne et le Portugal tentent la reconquista de reconquête pour le monde chrétien du territoire de l'Espagne. Et donc, dans cette bataille en Andalousie, il y a plus de 100 000 soldats de chaque côté. C'est-à-dire que nous avons perdu, je dirais, le souvenir. Nous savons qu'à Verdun, il y a plus de 100 000 morts dans une bataille qui couvre une semaine. Mais là, à cette époque déjà, les affrontements sont des affrontements absolument considérables. Troisième axe, à l'intérieur même du monde musulman, et qui n'est pas du tout indifférent, parce que les alliances se constituent de telle ou telle manière. Des tentatives sont faites sur le terrain de gagner du terrain pour les sunnites ou pour les chiites. Et nous, je dirais le monde occidental, nous sommes impliqués de manière indirecte là-dedans, essentiellement sans nous poser la question de savoir si les chiites ou les sunnites ont raison, mais par rapport aux enjeux pétroliers, et nous déclenchons, nous ou nos alliés, des guerres essentiellement pour accéder au pétrole, nous le savons bien, et de manière indirecte, en le faisant, ou en signant des alliances, ou dans des traités de coopération, nous prenons de fait, nos pays, nous prenons de fait parti sur le terrain pour les chiites ou pour les sunnites, à l'intérieur d'un schisme qui n'est pas résolu, très loin de là. Là aussi, nous pourrions avoir un petit peu le souvenir de ce que ça représentait, nos guerres de religion entre protestants et catholiques n'ont rien à envier en termes de brutalité et de cruauté, mais cette guerre-là existe toujours à l'intérieur du monde musulman. Bien compliqué tout ça en termes de risque, le fait que parmi l'ensemble de ces nations, de ces 200 pays qui se trouvent à la surface de la Terre, 9 de ces pays sont des puissances nucléaires. Bien entendu, la Chine, les États-Unis, d'autres. Un pays
le fait que l'Iran essaye ou non, on ne sait pas très bien, c'est pas très clair, d'obtenir des armes nucléaires en ce moment. Un autre pays, Israël, n'a jamais reconnu posséder des armes thermonucléaires, alors que tous les spécialistes de cette question considèrent que de fait, Israël est une puissance nucléaire, elle a des armes, mais ça n'a jamais été reconnu au niveau des gouvernements. Alors, la présence ou non d'armes aussi dangereuses et les armes les moins puissantes que nous avons dans des stocks tout à fait considérables qui permettraient de détruire la planète entièrement plusieurs milliers de fois, ces armes dont nous disposons, les plus faibles ont une puissance de l'ordre de 100 fois ce qu'on a pu voir à Hiroshima et Nagasaki. Donc, c'est une puissance de feu tout à fait considérable. Dans un climat où existe non seulement une opposition de type guerre froide entre les pays qui étaient impliqués, qui peut toujours être ravivée, en particulier dans des incidents mal maîtrisés, comme on voit en général pour déclencher des guerres, mais aussi dans des zones de tension qui existent à la surface de la Terre. L'Inde et le Pakistan, qui sont en constant, je dirais, conflit sur leurs frontières, sont deux puissances nucléaires. Les conflits se sont développés récemment entre l'Inde et la Chine, là aussi deux puissances nucléaires. La présence, voilà, bien entendu, en Israël, dans un monde où les hostilités n'ont jamais véritablement disparu entièrement et réapparaissent régulièrement faute de véritables tentatives ou peut-être pas de tentatives, mais en tout cas faute de résoudre les problèmes sur le terrain. Tout cela nous pose des difficultés considérables. Alors, où est-ce que nous en sommes? La situation des États-Unis, il est très difficile de dire quoi que ce soit avant le 3 novembre, et même peut-être après le 3 novembre, vu les velléités séditieuses du président actuel, qui a des tas de possibilités liées au pouvoir d'être président dans la période de flottement qui existera nécessairement. Pourquoi est-ce qu'il y aura une période de flottement? Parce qu'il y aura un décompte de bulletins par correspondance et un certain nombre d'États n'autorisent pas le décompte des votes par correspondance avant la date de l'élection. Donc, il y aura des retards, donc des périodes d'hésitation, même si les sondages qui sont produits ces jours-ci montrent une avance considérable de M. Biden, un écart, voilà, pour la première fois hier, dans des moyennes de sondages qui sont faits sur un nombre important de sondages par des grands instituts, l'écart dépasse maintenant les 10,2%. Mais vous savez que dans l'organisation des États-Unis, avec un système à plusieurs étages pour la nomination d'un président et surtout un système différent pour chacun des États, les choses ne sont pas évidentes. Il y a des effets vraiment de seuil, des effets non linéaires, ce qui fait que l'attention se porte en général sur les 6 ou 7 États qui sont contestés d'habitude et où justement le fait de leur mode de scrutin tout à fait particulier leur donne un rôle tout à fait important dans les décisions. Mais là aussi, dans les 6 ou 7 États qui ont été décisifs en 2016, voilà, le Wisconsin, la Floride, le Michigan, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, dans ces États-là, l'écart se creuse quand même en faveur de Biden en ce moment même. Et surtout, différence considérable, il y a alors même que Hillary Clinton avait pu sembler se dégager par rapport à Trump en 2016, la situation est très, très différente en raison d'une différence essentielle entre Biden et Clinton aux yeux de l'opinion, c'est que à la veille de l'élection, il y avait Trump et Hillary Clinton avaient tous les deux 59% d'opinion défavorable dans la population. Et là, ce n'est pas du tout le cas pour. Maintenant, Trump, ces jours derniers, a fait un peu de son retard. Il est à 53% d'opinion défavorable. Mais Biden, la situation tout à fait différente. Il a 52% d'opinion, mais favorable. C'est-à-dire, c'est absolument différent. Il n'est pas du tout dans la même situation que Hillary Clinton, une différence de l'ordre de 15 points
majeur de différence avec Clinton. Ce qui ne veut pas dire que tout va se passer facilement à l'arrivée. Et puis, imaginons que Biden passe, les États-Unis ne vont pas se retrouver du jour au lendemain dans la situation où ils étaient du point de vue international comme ils l'étaient en 2016. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de juges ont été remplacés. Vous savez peut-être en ce moment même, il y a des auditions pour la nomination d'une nouvelle juge à la Cour suprême. Et la Cour suprême, c'est un pouvoir tout à fait important aux États-Unis. C'est un organisme qui, du fait du type de mode de scrutin pour du mode de nomination des juges, il y a, je dirais, une pesanteur nécessaire du côté des opinions plutôt de droite que des idées de gauche. Et ça, c'est bon, je ne vais pas entrer dans le détail de la mécanique, ça joue de toute manière. Et puis, il y a eu un forcing de Trump pendant ces 4 années pour essayer. Il a déjà nommé 2 juges dont les opinions sont extrêmement conservatrices et il tente de le faire en ce moment avec Madame Connie Bennett, j'oublie son nom exact, intéressant pour nous, puisque voilà, le profil même, quand je dis pour nous, je veux dire à mes amis qui m'écoutent à l'Université catholique de Lille, qu'elle se présente comme une militante catholique conservatrice, ce qu'on appellerait peut-être intégriste de notre côté, un personnage assez particulier je dirais, sur l'éventail politique aux États-Unis. La Chine de son côté, la Chine n'a pas de raison de changer de cap vu le succès qu'elle obtient. Les questions que nous pouvons nous poser, c'est va-t-on aller de plus en plus vers un autoritarisme? Va-t-on voir le président Xi Jinping essayer par une tentative à la Poutine d'obtenir le pouvoir de manière entièrement renouvelable? Il y a à l'intérieur du système chinois, d'un parti communiste, je dirais, il y a bien entendu des rambardes qui sont là pour justement empêcher qu'un dictateur véritablement apparaisse qui serait nommé à vie. Mais il y a quand même des possibilités de ce côté-là. Et par ailleurs, l'efficacité du système est liée à je vais appeler ça une termitisation, un mouvement dans le sens d'encourager les individus de plus en plus à se conduire, non pas comme les humains désordonnés, mal organisés que nous sommes en général, mais véritablement davantage comme des insectes sociaux, c'est-à-dire une organisation extrêmement précise au niveau des comportements individuels. Et là, l'hypersurveillance se développe. Elle se développe aussi chez nous. Allez à la gare et vous allez voir le panonceau qui vous dira vous êtes surveillé pour vous protéger. Est-ce que c'est pour me protéger ou au contraire pour me restreindre ma liberté? La ligne de crête est extrêmement difficile à déterminer. Entre les deux, cette hypersurveillance est en train de se mettre en place. Et non seulement ça, mais c'est quelque chose que la Chine vend clé en main à un grand nombre de pays. Il y a pas mal de clients, et en particulier en Europe de l'Est. La Serbie en particulier est en train de mettre sur son territoire le système d'hypersurveillance à la chinoise, avec, il n'y a pas que des choses liberticides là-dedans, il y a l'organisation de trafic, tout ça va ensemble. Et là, et ça, c'est une chose dont je sais qu'elle intéresse tout particulièrement Jacques, qui nous regarde en ce moment. Le fait que la Chine devient dominante dans un certain nombre de domaines qui sont des domaines neufs, lui permet de définir les normes internationales. Et ça, il y a eu récemment un très très bon article à ce sujet spécifiquement dans le Financial Times. Dans le domaine classique, les États-Unis et leurs alliés, c'est-à-dire nous sommes parvenus à définir les normes. C'est-à-dire que quand un autre pays devient important dans ce domaine, il est obligé de se sur aux normes existantes, de faire comme on a dit. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ces normes? C'est l'écart entre les rails sur les chemins de fer, c'est des choses de cet ordre-là. Mais ça permet de dire exactement ce qu'il faut faire si on veut entrer sur ce marché. Et là, ce qui se passe avec la Chine, c'est que la Chine a une position tellement dynamique dans des domaines comme l'intelligence artificielle, le big data, l'hypersurveillance,
l'organisation des villes connectées. On l'a vu à propos de la 5G. On l'a vu à propos voilà, de la guerre qui existe en ce moment entre les États-Unis et la Chine, en disant que Huawei, la compagnie voilà, de télécommunications, est essentiellement une compagnie qui fait de l'espionnage pour la Chine. Il y a d'une part donc la Chine qui devient le définisseur en chef de nouvelles normes dans des domaines de pointe, mais aussi on va se développer peut-être deux systèmes concurrents de normes si on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc là, les États-Unis petit à petit en retrait, mais s'accrochant à leurs normes et ne voulant certainement pas que ce soit la Chine qui détermine les normes à l'avenir sur ces choses-là. Alors voilà. Situation compliquée, situation extrêmement compliquée. Donc là, les États-Unis en période voilà, de transition et espérons que ce soit une transition qui ne termine pas dans le drame. Un système chinois qui n'a aucune raison de considérer qu'il devrait changer la manière dont il fait les choses, puisqu'au contraire, en regardant les chiffres, qu'il s'agisse des chiffres de la protection sanitaire, du nombre de décès, qu'il s'agisse de l'économie, je vous avais donné les chiffres sur l'économie chinoise, qui a connu une plongée au premier trimestre du point de vue économique, parce qu'elle était le premier dans les premiers pays touchés, mais qui s'était déjà refaite avec des taux positifs au deuxième trimestre, si bien que le chiffre de l'ensemble pour le premier semestre était un chiffre positif. Donc, aucune raison de changer sa tactique. D'autre part, et là, nous l'avons vu, un système planifié, un système avec l'information qui circule bien au niveau de la production, de la distribution et de la consommation, même si, bien sûr, il y a des zones d'archaïsme dans le pays, mais il y a aussi des zones de nouveauté absolue. Il y a un très bon article dans le Guardian, ça date d'une semaine à peu près. Donc, un journaliste veut savoir comment on fait pour élever du porc en Chine. Et donc, il se rend dans une région où, traditionnellement, il y avait des éleveurs de porcs. Bon, alors, il va à cet endroit-là et il demande aux paysans, alors, vous élevez des porcs? Il dit, pourquoi je ferais ça? Alors, il dit, voilà, ça ne se faisait pas. Il dit, oui, mais écoutez, ça coûterait tellement cher. Moi, je ne peux pas me permettre d'élever du porc. Regardez le prix du porc sur le marché. Bon, c'est des choses qu'on voit un peu chez nous aussi. Ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Il dit, moi, je devrais acheter du grain, je devrais le cuire, etc. Comment voulez-vous que j'y arrive? Et pourquoi? Parce qu'il y a parce qu'il y a maintenant des fermes de production industrielle du porc, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons, nous, la production industrielle du porc. Vous connaissez peut-être ces grands hangars où il y a des gens qui se déplacent et qui déversent des seaux dans des enclos où se trouvent des porcs qui ne bougent pas. En Chine, et là c'est très très intéressant, des fermes où il y a parfois 6 millions de cochons, un pays qui fait des réserves, qui fait de véritables réserves de viande de porc sous forme congelée, mais aussi sur des réserves accessibles immédiatement de porc en vie, et des fermes qui fonctionnent déjà depuis quelques années sous un mode de l'intelligence artificielle où il n'y a pas d'être humain qui pénètre. Et quand il y a une photo très belle qui vous montre un être humain qui entre dans une de ces fermes pour de l'entretien, et il est en combinaison comme s'il se rendait dans un endroit radioactif. Il est en combinaison, il se déplace là. Il n'y a pas d'être humain qui fonctionne dans cet environnement. Tout est automatisé. La température de chacun des cochons et là je vous raconte pas, c'est pas des blagues. Ça fonctionne maintenant comme ça. Je le savais il y a quelques années déjà, parce qu'on m'avait demandé d'intervenir dans une tentative en France de faire la même chose. Et là, ça a complètement capoté, simplement parce que la confiance, et je faisais allusion tout à l'heure, l'absence de confiance entre les éleveurs a fait que l'idée pour chacun des éleveurs en France, que d'une certaine manière, il y aurait quelqu'un quelque part qui pourrait savoir ce qu'il produit exactement et éventuellement le faire connaître cette information à son concurrent, a entièrement fait capoter la tentative. Ce que je vous dis date d'il y a un an, la dernière fois que je m'en suis occupé. Ça repart peut-être, je n'en suis pas sûr. En tout cas, en Chine, ça fonctionne et
On fait courir les cochons chaque jour pour qu'ils aient assez d'exercice. On leur met de la musique douce pour empêcher qu'il y ait du stress. On est tout à fait ailleurs que chez nous. Et il n'y a pas sans doute que dans ce domaine-là, l'entreprise qui s'occupe de la gestion informatique de l'élevage des porcs dit qu'elle fait la même chose avec des pastèques et des melons dans un autre type d'environnement. Nous risquons dans ce domaine où nous avons des réserves, des réserves d'ordre éthique, d'ordre moral, d'ordre politique par rapport à ce qui se passe en Chine, mais nous sommes, si vous permettez l'expression, apparemment nous sommes à ce point largués qu'on ne pourra pas faire autrement que de suivre, ou si nous ne le faisons pas, d'une certaine manière, le déclin continuera. Donc, des questions qui se posent, et les questions, qui sont vraiment centrales à notre équipe d'éthique. Et on a parlé dans une réunion récemment, comment faire pour que l'éthique ait encore droit au chapitre dans un monde où, d'une part, en général, c'est la consommation qui va décider si un produit va exister ou non. C'est le fait qu'il y ait des acheteurs quelque part. Et par ailleurs, des décisions qui sont prises soit au niveau militaire, soit par des organismes qui n'ont pas où des comités d'éthique sont absolument absents et où les décisions ne sont pas prises en consultant qui que ce soit. Et là, un pays, et ce n'est pas moi qui parle, c'est le Fonds monétaire international dans son rapport d'hier ou d'avant-hier, qui nous dit il faut regarder ce qui se passe là, parce que soit nous faisons des choses de cet ordre-là et nous restons dans la course, soit nous ne le faisons pas et nous risquons véritablement de sombrer. Et malheureusement, dans cette pandémie, nous avons vraiment le contraste effectivement je vous rappelle un chiffre de la pandémie, 3 morts par million d'habitants en Chine, 480 quelque chose en France, 800 quelque chose en Belgique, 600 quelque chose aux États-Unis, et une production en hausse je crois que c'est de l'ordre de 2, quelque chose en Chine, et une perte sur le premier semestre de l'ordre de 13,8 en France. La question n'est pas simplement d'être pour ou contre ou d'avoir des objections de principe, c'est la réalité même de terrain qui nous oblige à poser la question. Et dans le cadre économique, qu'est-ce qui permet justement cette préparation de la Chine et l'impréparation de nos pays? C'est le fait que nous avons mis entre parenthèses tous les organes de planification. Il est question maintenant, en France, de recréer un bureau du plan, mais aura-t-il des pouvoirs véritablement impératif, comme on dit, s'il peut proposer véritablement des méthodes et que les mesures qu'il propose soient véritablement mises en acte. Donc, un problème qui se pose à nous, et comme dans le début d'une pandémie, chaque jour qui passe rend le problème plus aigu si nous ne l'abordons pas véritablement. Nous avons vu, et ça, j'en parlerai un peu la fois prochaine, nous avons vu l'impréparation même des organismes de type européen. Et ça, c'est probablement du fait que historiquement, les organismes européens, l'Union européenne, la zone euro, avant cela, le marché commun à 6 pays, la CECA, le Benelux, tout ça s'est mis en place dans un cadre de libéralisme au départ et de néolibéralisme ensuite, c'est-à-dire dans un cadre de laisser-faire, celui que vantait cette personne dont je citais tout à l'heure l'article. Et j'avais dit que j'allais terminer par un autre article en lisant la conclusion d'un autre article dans ce recueil. Et là, c'est un article par Eli Cohen. C'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce qu'on a souvent été invités ensemble à participer à des tables rondes, des choses comme ça. Voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il pense au problème, je dirais, exactement de la même manière, si vous voulez, que l'autre auteur, mais il en tire des conclusions un peu différentes, je dirais davantage pragmatiques, comme vous allez voir.
La crise du Covid-19, dit-il dans la conclusion, a rendu plus visibles et aigus les choix que font au quotidien les industriels, les régulateurs et les responsables politiques. Ils doivent arbitrer entre un impératif d'ouverture et de sécurité économique. Voilà. Bon, ça c'est donc c'est le choix à faire, le choix à faire du mode de société. Dans ce contexte d'ouverture, le choix implicitement fait par les autorités publiques a été de s'en remettre aux dynamiques du commerce international, donc le laisser-faire, la main visible, pour assurer la régularité de la fourniture à bas coût. Et là, on l'a vu en particulier dans la difficulté dans le cadre de la perspective du flux tendu, donc de minimisation de la gestion des stocks et difficulté, bien entendu, quand la zone qui est la zone où sont produits les produits est une zone en confinement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui en sort. Les pénuries périodiquement constatées dans un nombre grandissant de spécialités pharmaceutiques et de vaccins relevaient aux yeux des pouvoirs publics de dysfonctionnements que les entreprises devaient corriger. C'est ça que nous avons vu essentiellement en France. Pour les masques, pour certains médicaments également, on comptait sur le marché allait faire les choses. Et le marché, dans des cas de rareté, nous connaissons, c'est la question de l'accaparement. Dans le cas de difficulté d'approvisionnement, il est intéressant de ne pas révéler le stock dont on dispose parce que les prix vont monter. Ça a été un des problèmes fondamentaux, vous le savez sans doute, de la Révolution française. Le problème de l'accaparement au point qu'on ait décidé donc, de la peine de mort pour les accapareurs qui empêchait justement la circulation des choses. Donc un problème du libéralisme depuis très longtemps, ce n'est pas quelque chose de neuf, mais problème qui est toujours le nôtre. Je continue, je lis encore 2 paragraphes de Eli Cohen. Au niveau des consommateurs, une question va se poser de manière plus claire avec les premières initiatives de relocalisation, celle de l'arbitrage entre pure logique consumériste qui conduit à privilégier le prix le plus bas et acceptation d'un surprix pour atteindre les objectifs écologiques de production de proximité et de soutien à l'emploi local. Alors là, ça active entièrement la question que j'avais mentionnée à propos de l'économie, que nous avons une économie dont le principe sous-jacent, c'est que d'une certaine manière, les profits sont faits soit par les dirigeants d'entreprise parce qu'ils vendent des produits qui ont été produits dans leur entreprise, soit les marchands qui ensuite revendent à un prix plus élevé que le prix qu'ils ont dû payer eux-mêmes, que ces profits faits doivent se redistribuer à l'ensemble de la population pour se retrouver sous la forme de pouvoir d'achat à l'intérieur des populations. Et là, la question qui est posée, c'est si nous avons maintenant des impératifs qui sont de relocalisation pour des questions de sécurité, parce que nous voulons qu'il y ait quelque part en France des endroits où on produise des masques, si nous voulons en profiter aussi pour que l'économie soit davantage locale, pour que l'environnement soit davantage protégé, ça va coûter plus cher. Il suffit de penser à la différence de prix entre le même melon qu'on trouve dans un magasin bio et celui qu'on trouve dans un magasin qui n'est pas bio. Si on veut pouvoir le faire, il faut qu'il y ait davantage de l'argent qui se retrouve comme pouvoir d'achat. Et là, que dit là aussi le Fonds monétaire international, qui n'est pas tout à fait un organisme révolutionnaire, il va falloir que l'impôt redevienne plus distributif, disent-ils. Il va falloir que les entreprises et les dirigeants d'entreprises récoltent moins de la manne en termes de profit. Il faudra que davantage des sommes produites comme profit et comme bénéfice se retrouvent dans la population comme pouvoir d'achat. Et autre note du Fonds monétaire international, il faudra revoir les législations sur les impôts sur les grandes fortunes. L'impôt comment appelle-t-on ça, de solidarité sur la fortune en France, dont on sait qu'il a été supprimé. Dont on sait qu'aux États-Unis, de la même manière, des impôts de ce type-là ont été supprimés par Trump, qui ont fait que c'est chiffré en ce moment en France, voilà, sur les gains qui ont été faits par les plus grosses fortunes, le rôle joué dans la concentration de la richesse de la suppression par M. Macron de l'impôt de solidarité sur les grandes fortunes. Aux États-Unis, 80% des gains se retrouvent comme des gains du 1% déjà le plus riche, c'est-à-dire donc ne font que contribuer davantage à la concentration de la richesse. Je lis encore un dernier
un dernier paragraphe de M. Eli Cohen, un État ou un groupe d'États qui, au nom de la sécurité sanitaire, voudrait conserver sur son territoire la maîtrise de telle ou telle filière, devrait non seulement rompre avec la dynamique du commerce international, mais aussi interférer avec la logique des entreprises, voire décider de créer ou de gérer des firmes dédiées à l'objectif de résilience sanitaire. Alors, traduisons ça en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement rompre avec la dynamique du commerce international, c'est rompre avec la logique du laisser-faire, c'est rompre avec la logique du néolibéralisme, mais devrait aussi interférer avec la logique des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire interférer avec la logique des entreprises? C'est réinstaurer une planification qui soit une planification impérative. Et moi, je connais monsieur Cohen de m'être voilà, d'avoir débattu avec lui et de savoir que sur le plan sur l'éventail politique, nous n'étions pas du même côté. Mais voilà donc ce monsieur qui nous dit il faudra repenser en termes de planification, il faudra remettre en cause le laisser-faire, il faudra réintroduire du protectionnisme au niveau des États. Voilà, j'ai dépassé un petit peu, mais comme je commence à 16h05, à 17h05, je suis encore dans mes clous. Je vais me tourner vers vous et vous demander s'il y a des questions, et sachant que c'est donc Jacques qui a eu l'amabilité de centraliser les questions. Ou alors intervenir directement. Si vous n'avez pas posé la question par le biais de l'affichage de… Il y a, attends, ce que je peux dire là, Oui, Paul, vas-y, Jacques. Oui, tu m'entends là? oui, moi j'entends très bien, oui, tout le monde nous entend. Donc il y a eu un chat là tout au long de ton exposé, mais malheureusement, il y a que Monsieur Alain Pierrot là alors on voit pas sa photo là. Ah bah si là on la voit là. Mm-hmm. Il y a que lui et moi qui avons débattu dans le chat. Alors Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il avait envie de nous dire? je peux te poser la première question qui nous a interpellés tous les deux. Et là, s'il veut intervenir, il pourra. Oui. La première question qui nous a interpellés, c'est quand tu as expliqué que la Chine trichait, quoi. Hein, donc moi, j'avais mis sur le chat que je trouvais l'argument un peu facile. Et puis, donc lui, il en a rajouté un petit peu. Mais je laisse poser ta question. Oui, non, mais là, il faut que je précise tout de suite avant qu'on entre. Non, là, c'était une citation. C'était une citation uniquement de ce monsieur dont je vais retrouver le nom, monsieur Norbert Gaillard. Voilà. Monsieur Norbert Gaillard nous disait, oui, on est d'accord que la Chine se débrouille beaucoup mieux que les autres, mais il n'en tirait absolument pas un argument en disant il y a là peut-être un exemple donc des choses qu'il faudrait faire. Au contraire, il disait et c'est l'argument des gosses voilà, qui sont les mauvais perdants, bien entendu, dans le jeu, de dire oui, mais c'est parce qu'il a triché. Alors, il y a des gens qui trichent, effectivement, mais ce que moi je remettais en question par cette citation, c'est qu'est-ce qui nous permet de dire, qu'est-ce qui nous oblige à penser ou à trouver normal, comme allant de soi, que la Chine devrait respecter des principes dont les résultats sur le terrain sont assez consternants. C'est un argument qu'on retrouve aussi, qu'on a trouvé souvent dans le débat sur une activité particulière. Je ne sais pas, par exemple, la gestion de l'épargne. Est-ce que c'est le public ou est-ce que c'est le privé qui se débrouille le mieux? Bon. Et là, dans ces débats qui existent depuis Mathusalem, je dirais, en tout cas depuis le 19e siècle, l'argument a toujours été le même. Quand on voit que c'est la gestion du service public qui est la plus efficace, on dit oui, mais c'est normal puisque l'État peut faire ce qu'il veut, puisque ceci et cela, etc. C'est-à-dire que le fait que l'État le fasse le mieux est à ce moment-là brandi comme une critique supplémentaire en disant oui, mais c'est parce qu'ils ne respectent pas justement la logique du profit. C'est parce que les administrations ne doivent pas faire du profit à l'arrivée. Ça a changé, bien entendu, puisque maintenant, de plus en plus, on demande aux administrations de faire comme le privé. On demande même aux chercheurs de faire comme s'ils étaient sur un terrain de foot pour essayer de gagner en publiant davantage que les autres. Mais
Mais c'est un argument classique, c'est un argument du libéralisme, classique du libéralisme. Nous faisons beaucoup mieux, et dès qu'on apporte des preuves en disant oui, mais non, vous faites en réalité beaucoup moins bien quand on regarde les chiffres, on disait oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas obligé de respecter le principe du libéralisme. Et si je citais ce monsieur, c'était pour dire que c'est lui qui décide que la Chine devrait respecter les règles du libéralisme et que si elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle triche par rapport à des choses que tout le monde devrait respecter. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit on joue, mais c'est moi qui détermine les règles. Bon, et je peux dire aussi du coup que c'est vous qui trichez et que vous ne les respectez pas. Donc simplement pour vous dire que quand j'ai cité ce monsieur, ce n'était pas pour aller dans son sens, c'était pour dire, comme je viens de le dire, ou bien la Chine fait moins bien que nous et on dit mais c'est normal parce que c'est un système communiste, ou bien elle fait mieux, mais on dit ah c'est parce qu'elle ne respecte pas les règles du libéralisme. C'est-à-dire qu'elle perd dans l'évaluation de ce qu'elle fait. Elle perd de toute manière. Voilà. C'est pile je gagne et pile et face tu perds. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et Paul, je te suggère qu'on passe la parole à Alain Pierrot, là. Oui, Hein, bien sûr, bien il sûr. faudrait qu'il branche son micro, là, parce qu'il a envoyé beaucoup de messages là, sur le chat, alors il peut peut-être en faire un résumé, et puis il Oui, peut monsieur, poser la question. il faudrait que vous allumiez votre micro parce qu'il n'est pas allumé. Moi, je peux voir que votre micro n'est pas allumé. Donc, il faut qu'en bas de votre écran, vous cliquiez sur le. C'est tout à fait à gauche en bas. Il faut que vous voyez en dessous de Et votre. activé, voilà. Voilà, c'est fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant vous entendez. Parfait. Désolé de Non, ce non, matin. c'est rien, c'est rien. J'avais très bien entendu votre citation, hein, là, et ma réaction était que le problème dans cette terminologie sur la Chine triche, hein, que on a, à mon avis, une faille dans le discours politique, hein, qui fait qu'on utilise des éléments de langage, pour ne pas dire de propagande, hein, qui déguisent beaucoup de discours, éventuellement à volonté performative, hein, sous des éléments de langage qui cachent littéralement les enjeux. Et que bon, la Chine déguise des enjeux commerciaux très concrets, hein, de temps en temps, dans les négociations internationales, derrière des éléments de langage qui, bon, éventuellement sont condamnés parce qu'ils seraient illibéraux ou autres. Et dans le domaine, il me semble que la Chine défend mordicus un certain nombre d'enjeux de croissance avec des outils de mesure de la croissance. Et là aussi, Monsieur Jorion, je serais extrêmement ravi que vous consacriez du temps dans votre séminaire à l'analyse des outils de mesure de la croissance et du profit, hein, Oui, oui. où vous êtes, je crois, assez expert, pour dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir des outils annuels, hein, de mesure de l'efficacité des outils qui sont mis en œuvre vis-à-vis de volonté politique. Oui. Oui, je ne sais pas si vous avez assisté au deuxième exposé où j'ai parlé de l'économie. Non, je suis malheureusement venu un peu tardivement sur votre blog, mais comme j'ai vu que vous les aviez enregistrés, je me fais un devoir de les écouter d'ici la semaine prochaine. Parce qu'en particulier, dans le deuxième exposé, j'avais un peu anticipé votre reproche. C'est-à-dire que quand j'ai voulu utiliser deux chiffres pour évaluer, je dirais d'une certaine manière, l'efficacité de nos gouvernements dans la crise, j'ai pris donc le nombre de morts par million d'habitants dû à la pandémie, et j'ai utilisé de manière très classique le PIB, le produit intérieur brut, mais j'ai tenu, mais je crois que j'ai consacré quand même 10 minutes, un quart d'heure, à dire qu'est-ce que c'est exactement ce PIB.
Voilà. Et donc, le PIB, donc, c'est une somme de valeurs ajoutées. Et des valeurs ajoutées, en fait, pour aller vite, c'est essentiellement ce qu'on appelait autrefois des profits et des bénéfices. C'est-à-dire que nous n'évaluons notre capacité à faire, à faire fonctionner une économie qu'à partir d'un seul chiffre qui mesure la capacité d'un producteur à vendre plus cher que ses coûts et à un marchand à vendre plus cher que ce qu'il a acheté. Bon. Donc, une fois qu'on dit ces choses comme ça, je l'ai fait pour souligner d'une certaine manière l'incongruité de l'outil que nous utilisons. Parce que cet outil, cette somme de valeur ajoutée n'a un sens par rapport à l'économie dans son ensemble que uniquement si on parvient à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si on parvient à faire, à transvaser d'une certaine manière ces profits faits par des gens qui sont, je ne vais pas dire des profiteurs parce que le terme est un terme négatif, péjoratif, mais des gens qui sont capables de faire du profit, c'est uniquement parce qu'on leur reprend cet argent d'une certaine manière pour le distribuer, pour qu'ils se retrouvent en pouvoir d'achat dans les populations, que l'économie va pouvoir fonctionner. Donc, réflexion quand même, ce qu'il faut souligner vis-à-vis des gens qui nous disent oui, mais moi je gagne beaucoup d'argent, donc c'est très très bien. Oui, monsieur ou madame, mais ça peut uniquement faire fonctionner l'économie que si vous vous défaisez de cet argent qui s'il se retrouve ailleurs. Bon, alors là aussi, le Fonds monétaire international attire l'attention sur le fait que les pays qui s'en sortent plus ou moins bien en ce moment, ce sont ceux qui ont absolument mis entre parenthèses la question de la dette ces jours derniers. Et les dettes des pays explosent, alors qu'on nous disait c'est absolument interdit de le faire. On le fait parce que, faute de pouvoir d'achat, parce que les gens ne travaillent pas, donc on peut pas, ou travaillent beaucoup moins, on ne peut pas les payer pour le travail qu'ils font. Donc c'est l'autre possibilité dont nos pays disposent pour que le pouvoir d'achat se retrouve dans les ménages, c'est une redistribution par l'État, soit par la dette, soit en allant puiser davantage dans le profit qui s'est manifesté à l'endroit où il se crée. Et là aussi, donc le Fonds monétaire international, donc là, je dirais la jugeote vient aux gens quand même, dit il faut s'arranger pour que davantage de cet argent qui est produit se retrouve comme pouvoir d'achat. Et on le sait aussi, si c'est uniquement de l'argent utilisé, si les riches utilisent uniquement de l'argent pour des dépenses de luxe ou faire des concours qui paiera le plus de millions pour une toile de ceci ou cela, ce n'est pas comme ça que l'argent se retrouve dans l'économie. Ce n'est pas en vendant un diamant plus cher que le prix qu'il a coûté que ça va se retrouver nécessairement de l'économie. Donc, il faut réfléchir à ça. Et moi, personnellement, je ne vois pas comment on pourrait le faire si ce n'est par un retour. Et ça, bon, ça c'est le message central donc, de ce livre que j'ai écrit avec Vincent Burnand-Galpin, qui est en fait la conclusion de la première série de conférences que j'ai faites ici à l'Université catholique de Lille en 2018. Il faut absolument, et le livre a été terminé avant, bien entendu, avant que la pandémie ait lieu, puisqu'il est apparu en mars, mais l'accent était déjà mis sur le fait qu'il faut absolument une organisation. Il faut qu'on remette absolument en question ce dogme de l'ultralibéralisme, que dès qu'on réfléchit, on a davantage de problèmes que quand on laisse faire les choses spontanément. Ça ne peut pas être le cas. Ça peut pas être le cas. Toute notre organisation, si nous sommes aussi loin que nous sommes, ce n'est pas simplement par le laisser-faire absolu qui, comme je le souligne, n'est possible, et comme je l'ai souligné surtout la fois dernière, dans le cas de l'environnement, dans le cas d'un environnement dont nous dépassons la capacité de charge, on ne peut pas laisser chaque individu essayer de maximiser sa part. Ce n'est pas possible. Les limites sont atteintes de ce point de vue-là. Je ne veux pas mobiliser la parole et merci de votre réponse, mais il me semble que l'outil de mesure qui est le PIB ressemble de plus en plus à une pyramide de Ponzi, hein, d'un point de vue du mélange entre la productivité industrielle et la financiarisation. Hein. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour convaincre un certain nombre de gouvernements, de décideurs, d'économistes, hein, oui. de changer de cadre de raisonnement, hein. Et enfin, je crois que tous vos travaux vont dans ce sens.
Mais comment est-ce qu'on peut contribuer à ça? Là, mais je veux laisser la parole parce que Oui, j'utilise oui. beaucoup de votre temps. Non, mais bon, je trouve encourageant. Par exemple, c'était l'année dernière, le Business Roundtable aux États-Unis, qui est donc un syndicat patronal, qui décide bon, de faire un communiqué en disant il faut absolument remettre en question ce dogme, et qui est un dogme, on le sait, qui avait été énoncé pour la première fois par un des grands papes de l'ultralibéralisme, par Milton Friedman, que l'entreprise appartient à ses actionnaires et que le seul intérêt que l'entreprise doit défendre, c'est celui de ses actionnaires. Donc le Business Roundtable remet ça en question, absolument. Il y a eu un contre-communiqué par des dissidents qui étaient membres de la Business Roundtable, mais si j'ai bon souvenir, ils étaient 6 ou 7 sur 190 personnes ou 190 organisations, donc c'était très, très minoritaire. Ce que je viens de vous lire comme déclaration c'est pour ça que j'ai souligné ça, les choses que j'ai citées du Fonds monétaire international, c'est des choses que je disais en 2009 et un certain nombre d'autres personnes, je n'étais pas le seul, nous disions ça, mais nous étions absolument isolés. Et si on nous avait dit très rapidement quand même, bon, c'est quand même 10 ans, le Fonds monétaire si on nous avait dit, le Fonds monétaire international un jour dira la même chose que vous, on se serait dit, ça c'est très très bien, c'est une très très bonne chose. Et c'est pour ça que j'ai cité donc ça. Et j'ai voulu citer aussi Monsieur Eli Cohen, parce que moi, j'ai le souvenir que dans des débats en particulier autour des années 2009 et 2010, il n'aurait jamais. C'est moi qui aurais dit ça, ce que lui dit là dans sa conclusion. Et lui, il s'y serait opposé de manière véhémente. Donc, les choses avancent, les choses avancent. Nous voulons toujours que ça se passe le lendemain. Moi, je dis que je suis un optimiste et on me dit, mais ce n'est pas vrai du tout parce que vous nous dressez toujours des portraits apocalyptiques de la situation dans laquelle on est. Mais en même temps, je suis optimiste parce que les choses bougent. Parce que quand on me dit à la fin d'un débat, oui, mais vous n'êtes pas fatigué de prêcher dans le désert, je dis, je ne prêche pas dans le désert. Je sais que je ne prêche pas dans le désert. Je sais bon, que quand je vais, qu'on me nomme un comité consultatif et puis qu'on ne prend pas on n'applique absolument pas les mesures, c'est dommage. Mais les choses avancent. Nous sommes pressés et le temps presse par ailleurs. Nous savons que tous les problèmes de type environnementaux sont extrêmement pressants et urgents et nous voyons que nous n'allons pas assez vite. Encore tout à l'heure, je vois la température monte au fond des océans beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. En 2020, on a déjà ce qu'on avait prévu pour 2035 et on voit ça absolument partout. Ça va très très vite. La dévastation de la Californie, de l'Australie par des incendies, on nous avait prévu ça pour 2045 ou 2055, c'est là, c'est déjà là en ce moment. Donc, il faut aller très vite. Mais je ne désespère pas. Ça avance, ça avance. On m'avait posé la question, c'était au CEBIPOF la semaine dernière. On me dit, mais voilà, vous prenez la planification, ben vous voyez, vous n'auriez pas, s'il n'était pas nécessaire que vous le fassiez, puisque M. Macron, il en a parlé immédiatement. Et là, j'ai dit aux gens du CEVIPOF, écoutez, M. Macron l'a dit dans un paragraphe qui était un copier-coller de notre livre, donc je suis très content et je ne vais pas cracher dessus, c'est une bonne idée. Est-ce que ce sera de la planification comme nous le proposons, Vincent Burnand-Galpin, ou non? Je ne sais pas. Mais je vois ce matin qu'on me demande à l'ESSEC de venir expliquer ce que je vous dis là en ce moment. C'est quoi? C'est dans 15 jours, quelque chose comme ça. Je suis très content que ça ait été à Sciences Po la semaine dernière, HEC il y a 15 jours, et que ce soit l'ESSEC la semaine prochaine. Je trouve que les choses vont dans la bonne direction. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bon, alors, Quelqu'un d'autre? sur le chat, là, alors, il faudrait que des gens qui n'ont pas contribué au chat posent des questions. Oui. Sans ça, il y en a une autre, moi, qui m'avait amusé, là. Oui. Alors, c'est toujours d'Alain Thiraud, là. Et ça tombe dans tes cordes parce qu'il essayait de lancer une enquête anthropologique entre les élevages de porcs bretons et chinois, là. Quand il a expliqué via l'article du Guardian, là, qu'il y avait des élevages de porcs où il y avait des millions de porcs en Chine, là, où les techniciens rentraient en tenue comme dans les salles blanches exactement, ou du silicium. Et sachant que moi, dans mon expérience, j'ai été beaucoup au restaurant chinois,
en oui, Chine. Donc j'ai oui, mangé beaucoup de porc chinois. oui, oui, C'était très bon, quoi, le oui, oui, porc. oui, Alors, oui, 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 en attente de questions qui se manifesteraient sur le chat, là, est-ce que tu oui. peux recommander cet aspect-là Ah de oui, ton oui, oui, intervention? je peux vous parler, bien entendu, de mon expérience des restaurants en Chine qui sont bien meilleurs que ceux qu'ont les restaurants chinois qu'on trouve en Europe. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis content qu'on ne me propose pas une tête de tortue dans ma soupe quand je vais dans un restaurant chinois en France, parce que je n'ai pas trop aimé ça, de la trouver dans mon potage en Chine. Je peux réintervenir là. Ma question Allez-y. était intermédiaire du point de vue économique en Mm, disant, bon, la Chine est en train de tuer ses petits éleveurs de cochons pour faire oui. des batteries ultra industrialisées. Mm, Bon, la France vit quand même plutôt bien de son élevage breton ultra polluant mm, mm, là, mais en intermédiaire, dans les pays qui élèvent du porc et en exportent beaucoup, il y mm. a toute la péninsule indo-chinoise qui Oui, est oui, oui. plus artisanale Mm, qu'industrielle. Et est-ce qu'il n'y a pas là des conflits industriels et anthropologiques et lourdement économiques oui. qui risquent d'advenir? Parce que tout le monde arabe ou moyen-oriental, hein, Mm, est hostile au porc, hein. mm, Que je sache, l'Amérique centrale et du Sud est médiocrement éleveuse de porc, hein. mm, mm, Bon, les États-Unis, oui, ils sont prêts mm, à foncer sur le plus proche modèle industriel. mm, Euh, et sur cette production de protéines animales, mm. hein, est-ce qu'il n'y a pas lieu de lancer des études là plus sociologiques Mm, et économiques que mm. anthropologiques? Oui, mais là, cet article que je vous recommande vraiment du Financial Times sur l'industrialisation par l'IA du porc attira aussi l'attention sur autre chose. C'est le fait que à chaque nouvelle épidémie porcine, Oui. la production locale disparaît un peu plus Ah, parce qu'il n'y a pas moyen dans les petites entreprises, voilà, qu'ils appellent les petites entreprises, c'est là où il y a moins de 50 cochons dans une entreprise, il n'y a pas moyen de gérer la peste porcine. ou les différentes maladies porcines comme on le fait pour l'industriel, puisque comme c'est des environnements entièrement coupés du reste du monde extérieur, il n'y a pas d'épidémie. En particulier, il y a une épidémie de peste porcine d'origine africaine en ce moment en Chine, mais elle ne touche que les petites entreprises. Et donc l'État peut donc, même je dirais dans une perspective délibérée, mettre en avant le danger de l'épidémie pour réduire la production locale. Et, Et par ailleurs, et ça, bon, c'est une information que je trouve ailleurs, mais le nombre dans les épidémies, dans les pandémies, le nombre de pandémies qui viennent non pas d'une mutation d'un virus, d'une maladie qui est déjà une maladie humaine et qui devient une autre maladie par mutation, mais qui vient d'un autre animal, le bacille, ouais. ça représente voilà, maintenant 60%. 60%, et que c'est précisément dans des pays comme la Chine que la plupart de ces pandémies s'originent, ce qui veut dire que des pays comme celui-là sont d'autant plus encouragés à se débarrasser de la production locale. Ouais. Mm. Et ça c'est extrêmement, je dirais, euh, bon, enfin, j'ose pas dire intéressant, mais Mm. instructif, hein, Mm. d'analyser cela. Mais Mm. si on en revient à ces histoires d'épidémie, Mm. vous le connaissez de votre position en Belgique, le bacille de la peste porcine, Mm. à travers des sangliers, est en train de gagner d'Europe de l'Est Oui, oui. vers l'Europe de l'Ouest et la France du Nord, Mm. et on Mm. s'attend à ce que tôt ou tard, ça transite des Ardennes Mm. jusqu'à la Bretagne. Oui. Et là, bon, pour l'économie française, ça risque de faire une sorte de Mm. choc, Mm. hein. Mm. Euh, Mm.
Mais bon, enfin, ça c'était bon, c'était un peu à côté, mais c'est enfin, à nouveau dans votre expertise, ce que j'aime beaucoup, c'est votre capacité à passer d'une échelle macroéconomique, hein, à des considérations extrêmement concrètes de votre passé d'anthropologue, hein, pour voir comment une société qui vivait sur une économie à très petite échelle, hein, s'intègre peu à peu dans une économie de grande échelle. Oui, Et, oui, 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 oui. Et ça, bon, ça je vois que l'heure avance, mais ça, c'est lié au fait, bien entendu. Et ça, c'est le propre même de l'anthropologie par rapport à la sociologie ou par rapport à la science économique. C'est qu'il n'y a pas, et ça, bon, c'est Karl Polanyi qui l'avait souligné, il n'y a pas de différence entre le micro et le macro dans les sociétés qu'étudient les traditionnelles qu'étudient les anthropologues. Cette distinction n'est pas possible. On ne peut pas prendre les choses à un niveau ou à un autre, non. Et cette idée aussi d'intrication, d'intégration, de embedding chez Polanyi pour l'économie. On traduit ça d'habitude en français par encastrement, ce qui est un mot abominable et qui ne correspond pas du tout à l'idée d'embedding, d'intégration. Il y a un continu, entre ça, je l'ai vu en particulier. Bon, la pêche en Bretagne est davantage commercialisée que la pêche en Afrique, que j'ai pu étudier de près. Mais là, il y a un continu entre le micro et le macro, entre le poisson qui est pêché et qui ira dans la famille ou qui sera vendu sur un marché parce qu'il a été séché ou il a été fumé, etc. Et le poisson qui part parce qu'il y a une vendeuse en gros qui vient avec une grosse Mercedes. Tout ça, on ne peut pas séparer les uns des autres. Et ça m'a beaucoup amusé quand j'étais sur le terrain de voir justement les endroits où ça communique et de manière parfois comique, comme un truc que je cite dans mon livre qui s'appelle Le Prix et qui est un incident, c'est pourquoi le prix de la coquille Saint-Jacques a-t-il soudain doublé. Eh bien, c'est parce qu'un groupe de journalistes qui visitaient a été a été confondu avec des acquéreurs possibles. Voilà. Donc, la confusion totale entre la société qui envoie des journalistes et tout à coup le prix qui augmente, parce que à l'œil des gens qui sont dans la salle des enchères, on a l'impression qu'il y a un nombre d'acheteurs supplémentaires qui apparaît. Si vous pensez à la bouteille de Klein en topologie, où il y a l'espace extérieur qui devient l'espace intérieur, c'est exactement ça. Ouais. Ça veut dire que vous réfutez beaucoup de modèles où il y a des sauts qualitatifs liés à du quantitatif. Non. Quand on passe un seuil, tout à coup, on change de… Oui. Mais il y a davantage, je pense, davantage à ce… Il y a plus de flou entre les niveaux. Oui, mais non, c'est qu'il y a une organisation qui apparaît hiérarchisée de manière très stricte. En fait, il y a des canaux cachés qui font communiquer certains des niveaux d'un niveau inférieur à un niveau supérieur à des choses de cet ordre-là. Moi, l'image qui me vient, c'est l'organisation de la titrisation qui est comme ça, avec les titres qui sont organisés à partir de grandes quantités de dettes. En fait, c'est avec une tuyauterie extrêmement compliquée qui fait communiquer différents niveaux les uns par rapport aux autres, ce qui fait que la représentation intuitive qu'on peut en avoir ne montre pas du tout le fonctionnement que ça a dans la réalité, parce qu'il y a trop d'effets, je dirais, invisibles à première lecture, à un premier niveau de lecture. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête. Est-ce que je vais quand même de poser la question si quelqu'un d'autre que mes deux intervenants jusqu'ici a envie de poser une question pour terminer. J'avais vu que Pierre-Yves Dambrine, qui est un grand lecteur de mon blog et dont je sais qu'il connaît très très bien la Chine, je vois malheureusement qu'il a disparu, sinon je lui aurais directement posé une question sur ce que nous venons de dire. Quelqu'un d'autre encore ? Non, eh bien, je vais remercier Géraldine pour l'organisation. Je vais remercier Jacques pour avoir joué le rôle de Monsieur Loyal. Et je vais vous donner rendez-vous. Ce sera
Ah, il y a quelqu'un qui applaudit, ça c'est très gentil. Je ne savais pas que c'était possible avec une petite main. Merci beaucoup, monsieur. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au même endroit, à la même heure. Et là, nous parlerons plus spécifiquement de la France et de l'Europe, bien que, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de déjà parler de l'Europe et de la France en parlant d'autres sujets comme l'économie, la pandémie elle-même, etc. Nous aurons comme information supplémentaire d'ici là, certainement, la déclaration du président de la République en France. Et j'essaierai aussi, puisque nous sommes de fait comment dire, en distanciel, mais nous ne sommes pas loin de la frontière belge, je vais continuer à faire comme j'ai fait maintenant, c'est-à-dire de donner de l'information qui parfois aussi est pertinente aussi pour la Belgique. Je vais donner un chiffre quand même parce que je voulais le dire tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Les États-Unis produisent 70 000 ingénieurs chaque année et la Chine 600 000. Voilà. Voilà. Bien, merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. J'espère que vous serez là à la semaine prochaine. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.